Voilà pour ce film émouvant. Le choix d'Oleg et Max, un choix qui les conduit à l'impensable, s'engager dans la guerre, une guerre entre voisins, fratricide et dont souvent on ne saisit pas vraiment le sens. Depuis, les deux ont quitté le front et sont revenus à la vie civile. Oleg ne souhaite plus évoquer cette période de sa vie. Et donc, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Pourquoi cette guerre Ukraine-Russie? Quels sont les enjeux de ce conflit et comment le régler? On va se poser les questions avec mes invités. Oleg Koptsev, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'American University of Paris et spécialiste de la Russie. Bienvenue à vous. Et de l'Ukraine. Et de l'Ukraine. Bienvenue à vous. Yves Pozzo-di-Borgo, bonjour. Vous êtes sénateur de Paris, conseiller de Paris et ancien adjoint au maire du 7e arrondissement. Bienvenue. Benoît Wittkin. Enfin, vous êtes journaliste au Monde et vous travaillez sur les pays d'Europe de l'Est. Vous aussi, vous connaissez très bien ces terrains. Bienvenue à vous. Alors, on découvre au travers du choix d'Oleg et Max qu'on a vu dans le film la situation dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Moi, j'aimerais qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui se passe en 2014 pour que ce conflit éclate. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce conflit? Quelle a été la genèse de ce conflit? Yves Pozzo-di-Borgo. Pour bien comprendre, lisez le rapport qu'a sorti la Commission des Affaires étrangères sur France-Russie. Je trouve qu'ils ont fait un très bon travail pour expliquer qu'en fait, vous avez toute une série de rapports de force qui se sont institués entre l'Union européenne, entre les États-Unis et puis la Russie. Et manifestement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïtés qui ont été faites de chacun des deux côtés. Et je crois que vous appelez des ambiguïtés, c'est-à-dire que les positions ne sont pas claires? Non, c'est-à-dire qu'au départ, si vous voulez... Quand on regarde bien les choses telles qu'elles se sont passées, peut-être que les intervenants compléteront ce que je dis. Qu'est-ce qui s'est passé? On a bien vu que l'Ukraine est devenue assez vite un enjeu entre l'Occident et puis la Russie. Où il y avait dans cette Ukraine, mais je crois que les spécialistes d'Ukraine me confirmeront, il y avait une tendance pro-occidentale, pro-européenne assez forte et une tendance, j'allais dire, pro-russe aussi assez forte. Et c'est vrai que successivement, on a eu un président qui aurait pensé plutôt pro-européen, c'était la Révolution orange, un autre qui l'a remplacé qui était vraiment pro-russe. Et puis en même temps, une volonté, moi je suis allé plusieurs fois observer des élections en Ukraine, on sentait très bien que dans ce pays, il y avait une volonté d'être indépendant, enfin on le sentait, ça, que ce soit aussi bien chez les Russes d'ailleurs que chez les Ukrainiens. Il y avait un sentiment ukrainien, et la dernière fois que je suis allé, c'était pour observer les élections législatives, il y avait un sentiment ukrainien de dire l'Ukraine, eh bien c'est un pays, on voulait exister, c'est-à-dire aussi bien... alors, une grande partie était plutôt pro-européen, une grande partie était aussi pro-russe, mais voulait que cette existence de l'Ukraine. Alors, peut-être je ne vais pas trop monopoliser le débat. Benoît Wittkin, peut-être là-dessus, qu'est-ce qui a déclenché ce conflit? C'est effectivement difficile de donner une réponse tranchée, Précise. simple, parce que ça dépend effectivement, notamment de ce point de vue très géopolitique, d'où est-ce qu'on fait démarrer la chronologie des événements. Voilà. Est-ce que c'est la chute de l'URSS? Est-ce que c'est avant et la place centrale qu'occupe l'Ukraine dans la mythologie russe? Mais peut-être pour dévier de cette chronologie, il y a un point qui est souvent laissé de côté dans cette présentation très géopolitique. C'est ce que mentionnait M. Pozzo-di-Borgo, c'est l'identité ukrainienne. Et c'est sans doute ce que les Russes, pour le coup, n'ont pas assez compris assez vite. Je pense que depuis que la guerre dans le Donbass, avec le temps et depuis tout le temps qu'elle dure, depuis ils l'ont compris, mais ils n'ont pas immédiatement compris. Ils ont continué à penser que l'Ukraine était un pays qui pouvait s'écrouler en miettes. Et c'est le pari qu'ils ont fait. C'est-à-dire que si on repart en 2014, et c'est votre question, moi je crois tout simplement que la Russie entend punir l'Ukraine d'avoir osé faire cette révolution qui est une menace qu'elle voit comme géopolitique et qui est une menace politique pour les dirigeants russes, et donc la punir et la déstabiliser autant que faire se peut pour essayer d'hypothéquer les chances de réussite de la révolution qui vient d'avoir lieu à Kiev. Oleg Koptsev, vous êtes d'accord? L'idée, c'est quoi? On a voulu étouffer cette révolution, étouffer l'identité ukrainienne. C'est l'objectif de Vladimir Poutine, c'est lequel au début? Donc moi, je suis d'accord avec l'analyse des deux autres intervenants. Simplement, moi, je voudrais revenir sur le documentaire, parce que je crois que le documentaire illustre le fond du problème. Vous avez une société en Ukraine comme en Russie, dans toute l'URSS et dans une grande partie de l'ancien bloc soviétique, vous avez une société qui s'effondre. Mais vraiment, tous les liens sociaux s'effondrent. Les idées, qui est lié à quoi? La révolution?
Non, qui est lié simplement à la faillite totale du système soviétique. C'est une faillite économique, mais également morale et sociale. Il n'y a plus réellement de véritable société à laquelle on puisse se reconnaître. Alors, d'où les problèmes d'identité. Quand tout s'effondre, on cherche désespérément une identité, parce qu'on se retrouve dans une espèce de quasi-tiers-monde, où on cherche, où on est dans une solitude totale, aucun avenir et un chaos économique qu'on ne voit pas finir. Donc l'idée, c'est qu'il faut consolider cette société avant qu'elle n'éclate. Alors, ce que des individus comme Oleg ou Max, et je pense qu'il y a exactement les mêmes de l'autre côté qui se battent contre eux, ils cherchent à se créer une identité, et malheureusement, ce sont les grands intérêts économiques, géopolitiques et géostratégiques, en l'occurrence l'OTAN, contre la Russie de Poutine, mais qui pourrait être la Russie de n'importe qui d'autre, va utiliser les tensions locales pour, par combattants interposés, avancer leurs pions sur l'échiquier géopolitique, ce qui amène aux catastrophes que l'on voit en microcosme ici dans ce documentaire. Mais alors, pardon, je vais jouer la béotienne. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien véritablement qui a déclenché cette guerre. Il y a une accumulation énorme. Ce qui a déclenché, c'est l'accord, je crois, avec l'accord entre l'Europe. Ce qui a déclenché, c'est vrai que beaucoup d'intérêts russes étaient en Ukraine, et en grande partie de l'économie ukrainienne était tenue plutôt par les réseaux russes de Moscou. D'ailleurs, la première révolution, on m'a dit, mais c'est en fait une bagarre entre apparatchiks moscovites. Oui, voilà, je suis d'accord. Entre clans, ce sont des ex-apparatchiks qui se recyclent dans le nationalisme d'un côté comme de l'autre. On a vu ça en Yougoslavie également. Et c'est vrai que l'élément déclencheur a été une convention, enfin c'est une convention, c'est ça, enfin un accord européen-Ukraine que les Russes ont laissé dans un premier temps. C'est un accord d'association. Laissé filer, et puis se rendu compte finalement quand cet accord allait être validé d'ailleurs par le président russe, enfin de culture russe, qui était plutôt pro-russe, Yanukovych, c'est ça, je prononce mal, mais et quand les Russes se sont rendus compte que finalement ça peut avoir beaucoup de conséquences chez eux, là ça a commencé à réagir. Mais je crois que ça a été, enfin je peux me tromper, c'est toujours difficile dans une histoire de faire les choses, mais cet accord a été l'élément déclencheur. Donc le rapprochement avec l'Union européenne a été potentiellement un déclencheur. Benoît Vitkine. Oui, bien sûr, mais qui a été sur lequel Yanukovych a travaillé de façon très déterminée, très sérieuse, que les Ukrainiens globalement plébiscitaient. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, qui est l'annexion de la Crimée. C'est-à-dire que les réseaux ou les personnalités très pro-Poutine expliquent souvent que sans l'annexion de la Crimée, il y aurait eu la guerre en Crimée comme il y a eu la guerre dans le Donbass. Moi, je suis convaincu que c'est l'inverse. S'il n'y avait pas eu l'annexion de la Crimée, il n'y aurait pas eu la guerre dans le Donbass. Et pourquoi il y a eu l'annexion de la Crimée ? Parce que, si je peux me permettre, sur l'affaire de la Crimée, moi je crois que le problème, enfin j'y suis allé, donc j'ai vu là-bas, d'abord que c'est pas caricatural comme on le dit, mais, et puis je ne veux pas aller contre les arguments internationaux. Mais je crois que ce qui s'est passé, il faut le comprendre ça dans la tension qu'il y a eu en 89, quand on a éclaté, qu'entre le père Bush et Gorbatchev, qui étaient très liés, vraiment il y avait un lien affectif entre eux très fort, et Gorbatchev dit, moi je fais éclater l'Union soviétique, mais en contrepartie, l'OTAN s'arrête aux frontières actuelles. Et ce qui n'a pas été respecté. Gorbatchev lui-même oui, mais ne valide pas, mais enfin, on sent très bien que c'est... Et alors, globalement, ce qui s'est passé sur cette affaire de Crimée, c'est que c'est vrai que Sébastopol, la base militaire russe, les Russes ont cru vraiment, à un moment, quand il s'est passé ce qui s'est passé à Maïdan, ils ont cru vraiment que l'OTAN allait remplacer les Russes à Sébastopol. Je crois que ça a été... C'est difficile à dire, on n'est pas dans la tête des leaders russes notamment, mais je crois que c'était cet élément-là, cette crainte que l'OTAN s'installe à la place des Russes à la base de Sébastopol. Là, on est en train de solder... mais qui n'était pas un scénario complètement paranoïaque. Je veux dire, quand on est responsable d'un État, il faut réagir. Qu'est-ce qu'aurait fait le plus libéral, même pro-occidentaux des dirigeants russes au Kremlin? Si l'OTAN s'installait à la porte de la Russie. Il y a une chose aussi, c'est quand même, d'un point de vue russe, ou même ukrainien d'ailleurs, on peut voir ce qui s'est passé à Maïdan, quand même comme un coup d'État. Exact. Parce qu'il y avait quand même un État démocratique dans deux... Alors, il y a des manifestants, on leur promet
une association avec l'Europe, avec l'Union européenne, très limitée évidemment. C'est pas demain la veille que l'Ukraine va rejoindre l'Union européenne. Mais évidemment, dans la rue, on se dit ça y est, on va pouvoir aller à Paris sans visa, on va pouvoir traverser la frontière. Donc c'est extraordinaire et ça résout également le problème identitaire. Ça donne un grand espoir. D'abord à tous ceux qui donc sont la population de Maïdan regarde vers l'Europe en se disant on a une identité plutôt identitaire, économique. Il y a un avenir d'un seul coup qui s'ouvre. Et là, d'un seul coup, le président ukrainien pro-russe réalise que ça va aller peut-être trop loin, que ça va fâcher les Russes. Poutine lui dit clairement. Attention aux conséquences. Effectivement, il fait machine en arrière et c'est l'explosion. Et c'est une espèce de mai 68 qui commence. Là, en gros, pour être clair, ce qui s'est joué, c'est quoi? On a soldé aussi l'héritage de la guerre froide ou on y est encore un peu finalement? Benoît Wittkin. Je suis désolé Nora, je me permets de revenir en arrière un quart de seconde, pas sur tout ce qu'on s'est dit parce qu'il y a trop de choses. Il y a un autre élément, et on aura de façon impressionniste un peu abordé tous les éléments, il y a aussi le facteur intérieur russe. On n'est pas que dans le froid jeu d'échecs. Quand vous dites ensuite ça déclenche, l'OTAN arrive, on réagit. Non, il y a aussi ce facteur intérieur qui est un pouvoir russe affaibli, qui a besoin... Une crise économique. Et là, on rejoint ce que M. Kobzev disait sur cette perte d'idéal total. Qu'est-ce qu'on offre à Oleg du film? On lui offre un idéal. Et c'est parce que on lui offre un idéal sur la base de ce qui est un messianisme russe, un messianisme fortement teinté d'impérialisme. On en pense ce qu'on veut. La conséquence immédiate, c'est que si on accepte cet impérialisme, on laisse tomber. C'est, je pense, ce qui manque à certains discours. La conséquence logique, c'est tant pis pour les Ukrainiens, tant pis pour l'Ukraine. Or, ces manifestations de Maïdan, ça n'était pas que ce que vous avez dit, si je puis me permettre, c'était aussi une manifestation de souveraineté très forte, le cri contre la corruption. Je n'ai pas dit le contraire. Exact. Et le problème, par exemple, je prends les Maïdan, moi j'ai bien suivi parce que j'y suis allé pour les présidentielles et pour les législatives. Je vous rejoins, c'était vraiment le sentiment, vous savez, de gens qui veulent vraiment être ukrainiens, qui étaient contre la corruption, parce que c'est un pays corrompu qui continue à être corrompu. Je dis ça parce que, et je vous rejoins, Maïdan a été un mélange de gens d'extrême droite, de tout, d'influence des Américains, parce que n'oubliez pas qu'il y a le problème du gaz aussi, du transfert du gaz qui a joué derrière tout ça. Donc tout ça a joué. Mais il y a eu quelque chose de très pur, qui était cette affaire de Maïdan. Alors, je voudrais qu'on revienne au documentaire. On va revoir une séquence où Oleg, épuisé par une année de combat, commence à se poser des questions. Твари, блядь, ДНР, сука, нахуй он мне нужен, блядь, говнохрены ебучие, блядь. Ебал я в рот с вами связываться, сука, одна шваль на швале, блядь. Год уже здесь, год, блядь, за непонятно что, блядь. Судьба разбитая в дугу, закрыта на засов железный. Я от нее не побегу, да потому что bесполезно. Donc là, on voit, c'est effectivement une scène extrêmement émouvante du film, et le film se termine comme ça. Mais moi, ça me pose question, c'est comment on sort, on voit bien, vous en parliez tout à l'heure, de cette volonté en fait de se créer un peu une narration, de s'inventer en fait une vie. Mais comment on sort de ce conflit? Comment est-ce qu'on va pouvoir en sortir? Là, on est face aujourd'hui à des sanctions européennes vis-à-vis de la Russie. Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. C'est vrai que c'est pas une affaire simple. Il y a de la mauvaise foi de chaque côté. Alors c'est vrai que moi je suis membre de l'OSCE, il y a quelques temps... Il n'y a pas les gentils et les méchants, quoi. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Et moi je me suis fait l'année dernière, quand je crois que c'était en Géorgie, il me semble, à la réunion de l'OSCE, on disait 70% faute des Russes, 30% faute des Ukrainiens. Maintenant on me dit 50-50. Alors c'était difficile parce que il y a beaucoup de choses dans tout cela. Et c'est vrai que les accords de Minsk, et là moi je l'attribue au président Hollande. Le président Hollande a rencontré Poutine à l'aéroport de Moscou. Et c'est là qu'il a relancé les accords de Normandie. Et j'ai bien vu... Alors, les accords de Normandie, pour être clair, ce sont des réunions entre Ukraine, Russie, Allemagne et France. C'est vrai que je crois que c'est un élément fondamental, c'est qu'il a fait en sorte qu'Obama ne se mette pas dans le jeu. Et Obama a joué le jeu contre son administration, qui voulait envoyer des armes en Ukraine, contre tout le réseau militaro-industriel. Et Obama, pour ça, a été un très grand président.
Et il a joué Ça veut le dire jeu. qu'il a laissé en fait l'Europe gérer. Et moi, je dis ça pourtant, je suis adversaire d'Hollande, que vraiment, celui après, quand il y a eu le Conseil européen, de janvier, les Tusk, le président polonais, avec les Polonais, avec les pays baltes, avec l'Angleterre derrière, avec les pays nordiques, est arrivé pour casser les accords de Minsk. Et vraiment, là, Hollande, avec Merkel, ont bloqué les choses. Et je peux dire que ça a été vraiment, les accords de Minsk ont été vraiment l'action du président de la République. Je confirme tout à fait ce que dit M. Pozzo di Borgo. J'ai mes propres sources, je pense que vous les connaissez. Et oui, la France a joué. M. Hollande a joué un rôle. Il a joué certainement un rôle avec Angela Merkel, donc dans le cadre de ces réunions, mais plus que Merkel. Plus que Merkel, tout à fait. Bon, très bien. Alors plus que Merkel. Mais en attendant, on est toujours dans un conflit larvé et on n'en est toujours pas sorti. Donc comment on fait, Benoît Wittkin? Est-ce qu'il y a une solution? Demander à l'homme politique. Non, mais les sanctions ne servent à rien finalement. Les accords je pense qu'elles servent parce que monsieur Pozzo di Borgo qui vote pour la levée des sanctions en expliquant. 300 sénateurs ont voté pour. Oui, bien sûr, mais vous avez un rôle moteur. Monsieur Mariani, pareil à l'Assemblée. Tout en vantant les accords de Minsk. Les accords de Minsk tiennent parce qu'il y a un des pans des accords de Minsk, c'est évidemment pas dans les accords eux-mêmes, mais qui consiste à mettre la pression sur les Russes par le biais des sanctions. Donc non, moi je ne crois pas que les sanctions soient inutiles. Elles sont, ce serait naïf d'imaginer que ça puisse avoir un effet immédiat. On n'a pas demandé l'arrêt des sanctions, on a demandé nous l'arrêt progressif des sanctions par rapport à ce qui va sembler hollandais. Moi je crois que dans cette affaire, il y a des mauvaises foi aussi des Russes. Je suis allé en Géorgie et puis je vois très bien les Russes qui cherchent à grignoter. Et c'est vrai qu'il faut un autre état d'esprit qui se installe entre l'Europe, les États-Unis et la Russie. Est-ce que l'arrivée de Trump va provoquer ça? Est-ce que l'arrivée de... Est-ce qu'il peut y avoir un changement de doctrine entre Obama et Trump? C'est pas tellement un changement de doctrine, parce qu'on ne peut pas changer la doctrine américaine comme ça, c'est quand même trop d'intérêt. Par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est que là, il faut aussi que du côté des Russes, et notamment d'un président Poutine, il faut qu'il montre des signes. Par exemple, c'est pas normal qu'en Géorgie, où il grignotait une partie des territoires, chaque jour, ils prennent 2 mètres, enfin je caricature. Il faut qu'on ait là-dessus, et ça peut être qu'un accord politique au plus haut niveau, entre l'Europe, les États-Unis, et peut-être même d'ailleurs entre les États-Unis et la Russie, l'Europe absente, c'est fort possible. Sauf que l'Ukraine, on l'a tous assez dit, est tellement centrale dans la vision russe, et encore plus depuis qu'il y a eu la guerre, le régime de Poutine est quand même devenu assez synonyme de cette affaire ukrainienne, qu'il ne peut pas se permettre d'envoyer des signes, il a besoin, Vladimir Poutine, d'une vraie victoire. En gros, c'est un marqueur politique pour lui. L'idée, c'est quoi? C'est de recréer le glasnost soviétique? Non, je ne vais pas vous interrompre. D'accord, j'y vais un peu. Pour répondre à la question comment on en sort, moi je pense que pour l'instant, on n'en sort pas. C'est-à-dire, sur le terrain, c'est plus qu'un conflit larvé, les combats sont quand même assez sérieux. Je suis assez d'accord que les responsabilités sont assez partagées. Alors vous disiez les chiffres tout à l'heure, 70-30, 50-50. Je pense que c'est toujours important dans ces moments-là de rappeler que la guerre, même si c'est pour le coup en mai 2014 encore une toute petite guerre, mais la guerre a déjà commencé à ce moment-là, elle est de la responsabilité russe, dans le fait d'avoir envoyé des armes et le fait d'avoir envoyé des Oleg en leur disant gamin, tu n'as pas de vie, tu n'as pas d'idéal, voilà ton idéal, et c'est celui de la Grande Russie. Et pourquoi est-ce qu'on n'en sort pas aujourd'hui? Parce que dès le début, les accords de Minsk sont mauvais pour les deux camps. Les Ukrainiens signent les 2 versions des accords de Minsk au moment de 2 offensives armées de l'armée régulière, et donc font ça sous la pression, ils n'ont pas le choix, ils ont sans doute raison de le faire. Donc les Ukrainiens y mettent de la mauvaise volonté, c'est certain, et les Russes n'ont pas... Ça ne pouvait pas marcher de toute façon alors. Moi je crois que ça a marché dans le sens où ça a fait diminuer le niveau des violences. L'intensité. Ensuite, est-ce que la feuille de route politique peut aboutir, soit c'est trop infra de vue de Moscou et ça ne permet pas de remplir l'objectif qui est de garder un pied en Ukraine, un levier d'influence ou de déstabilisation sur l'Ukraine. Et si c'est le cas, si jamais on arrive à ce résultat-là, pour le coup, ça devient inacceptable pour les Ukrainiens. C'est là où ça bloque un peu, mais je serais incapable de vous proposer une alternative. Alors, en un mot... Ce qui a manqué en 91, c'est d'une part un Nuremberg 2 et deuxièmement un Yalta 2. Alors, Nuremberg 2, c'est fini de manière les criminels de l'époque. Robert Schuman pour l'Europe de l'Est. Oui, je suis d'accord. Oui. Alors, qui sera le Robert Schuman? Ça, c'est un autre pas débat. évident. Donc là, l'idée, c'est qu'on doit solder, ça, je m'adresse à l'homme politique. Il faudrait un Yalta 2 maintenant. On ne va pas aimer. Ça veut dire quoi, un Yalta 2? Ça veut dire qu'on n'a jamais réglé, finalement la chute du mur, la chute du bloc soviétique. On est encore en train de le payer aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, en fait. On n'a pas fait de deal et on est en train de se disputer. Est-ce que Gorbatchev et
Bush, père, se sont réellement mis d'accord sur une frontière de l'OTAN. Ça veut dire qu'on donne les tons à la Russie, on garde les Estoniens. C'est comme ça, il y a le temps. Et bien justement, ça n'a pas eu lieu. Merci. Il faut rétablir les règles du jeu. Il faut rétablir les règles du jeu Est-Ouest. Merci à vous de nous avoir éclairés sur cette question particulièrement difficile. Merci à vous d'avoir suivi le débat. Tout de suite, votre second film. Si aux États-Unis, le genre a conquis le grand écran depuis déjà longtemps, en France, depuis quelques années seulement, le 7e art investit la politique. Une petite revue par le film La politique fait son cinéma, un film de José Bourgarel. À tout à l'heure.